Une douzaine de chars Leclerc qui mettront une douzaine de jours pour rejoindre la Roumanie, une compagnie, soit 150 hommes, qui vont venir défendre si besoin est l'Estonie, une paire de rafales supplémentaires en Lituanie. Le nouveau déploiement français dans le cadre de l'OTAN ressemble plus à une opération de communication qu'à un véritable engagement. La France se fait tancer régulièrement par un Volodymyr Zelensky quelque peu bouffi d'importance pour son aide militaire insuffisante à l'Ukraine. Et il est vrai qu'hormis les 18 canons César, sur lesquels on a beaucoup communiqué, l'aide française est minime. On se situerait entre le 9e et le 13e rang des pays donateurs. Nul doute qu'il y a eu au départ une certaine prudence d'Emmanuel Macron dans le soutien à l'Ukraine. Mais si la France livre peu d'armes, c'est aussi et surtout parce qu'elle n'en a pas assez, y compris pour elle-même, et que l'état-major a fait valoir que l'on ne pouvait pas le déshabiller pour habiller les Ukrainiens. Et les Français découvrent que leur armée n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils croyaient. Ce n'est pas la faute des militaires, mais celle d'une politique menée pendant 20 ans, de Jacques Chirac à François Hollande, qui a fait du budget de la défense la principale variable de l'ajustement budgétaire. La défense a été victime tout à la fois de la rigueur maastrichtienne et de l'envolée des dépenses de protection sociale. Or, dans le même temps, on demandait aux armées de continuer d'assurer une présence extérieure, en Afghanistan, puis au Proche-Orient, au Liban et bien sûr au Sahel. La dissuasion nucléaire, fondement même de la stratégie militaire française et de notre politique extérieure, a continué d'absorber des crédits importants. Enfin, il y a eu, depuis les attentats islamistes, l'opération Sentinelle qui mobilise une partie des troupes sur le territoire français. Cette politique de réduction budgétaire s'est traduite par une attrition des moyens. On a diminué les commandes de matériel, on a rogné sur la maintenance, les entraînements, et en 2017, l'armée française était à l'os, exsangue. Emmanuel Macron, et c'est à mettre à son crédit, a inversé la tendance. Après avoir fait preuve d'autoritarisme en limogeant le général Pierre de Villiers, qui réclamait plus de crédits, il a finalement accédé aux desiderata des militaires, avec une loi de programmation militaire qui prévoyait une augmentation du budget de 3 milliards d'euros par an. Cette loi a été respectée, mais ces augmentations n'ont pas effacé, loin de là, 20 ans de vache maigre. Aujourd'hui, quand on regarde l'état de l'armée française, on peut être inquiet. Prenons le cas des chars Leclerc. L'armée en avait reçu 406, il en reste 222 opérationnels. C'est bien moins que l'armée ukrainienne, sans parler des Russes. Prenons les avions de chasse. Nous en avons 200, à peu près à égalité entre les Rafales et les Mirage, auxquels il faut rajouter les 42 Rafales du porte-avions. Cela nous met au 13e rang mondial. En cas de conflit de haute intensité, nos armées n'auraient que l'équivalent de 2 jours de munitions. Quant aux fameux canons César, nous n'en avions que 76, sur lesquels ont été prélevés les 18 livrés à l'Ukraine. Et les 6 supplémentaires, promis à Kiev, seront en fait pris sur la commande que nous avait passée le Danemark. Le débat, dans les prochaines semaines, va être vif au Parlement autour du budget 2023, mais aussi autour de la prochaine loi de programmation militaire pour la période 2024-2030. Pour 2023, le budget prévoit 43,9 milliards, soit 3 milliards de plus qu'en 2022. En fait, c'est une augmentation un peu en trompe-l'œil car l'inflation est de retour. Une inflation qui va tourner autour de 5% au moins. Donc sur ces 3 milliards, 2 seront absorbés par l'inflation, d'où une certaine grogne chez les militaires. Grogne qui se manifeste dans les discussions sur la nouvelle loi de programmation militaire. L'état-major réclame sur 5 ans 435 milliards. Bercy ne voudrait dépenser que 377 milliards et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, propose de couper la poire en deux. Lors d'un récent Conseil de défense, Emmanuel Macron, qui décidément n'aime pas que les militaires parlent un peu trop fort, a demandé de tout remettre à plat. Alors c'est vrai que la guerre en Ukraine amène à se poser des questions. Le retour de la guerre conventionnelle de haute intensité sur le sol européen n'avait pas, à vrai dire, été anticipé. La doctrine militaire française reposait sur 3 piliers. La dissuasion nucléaire, une capacité d'intervention rapide sur des théâtres lointains contre des États ou des organisations terroristes peu armées, et la cyberguerre, avec en plus la participation à l'OTAN. Ce modèle est clairement inadapté à une guerre conventionnelle qui serait boulimique en termes de matériel, de munitions et d'hommes.
Fort heureusement, la Russie, notre nouvel ennemi, serait bien incapable, elle aussi, de mobiliser des forces armées suffisantes pour envahir l'Europe de l'Ouest. Et elle montre en Ukraine ses limites. Reste que la menace d'une guerre conventionnelle ne peut plus être écartée. Dès lors, il faut revoir le modèle des forces armées et ses priorités. C'est ce qu'ont fait les Britanniques en 2021. Ils ont fait le choix de la dissuasion, de la marine bien sûr, et d'un système de combat aérien du futur avec les F-35 américains. Mais ils réduisent leur armée de terre. Moins d'hommes, moins de blindés. Alors un choix logique, car l'Angleterre, on ne le répétera jamais assez, est une île qui n'a jamais été envahie au cours des derniers siècles. Ce qui n'est pas le cas de notre pays. Reste qu'on peut et on doit aujourd'hui s'interroger sur les arbitrages à faire pour l'avenir. Alors certains demanderont qu'on renonce à notre dissuasion pour se mettre sous le parapluie américain. Inacceptable. Car ce serait, du même coup, renoncer à toute indépendance pour un parapluie qui sera toujours hypothétique. Et ce serait également renoncer à notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU, car ce siège, nous l'avons gardé parce que nous avons la dissuasion nucléaire. Et ce siège est convoité par l'Allemagne. Faut-il alors revoir notre politique de projection rapide, d'intervention sur le théâtre d'opérations lointains ? L'expérience du Mali doit nous amener à réfléchir sur de telles opérations très consommatrices en hommes et en matériel pour des résultats aléatoires. Faut-il aussi maintenir un porte-avions ? D'abord, un seul porte-avions est absurde, c'est 0 ou 2. Mais dans une guerre contre des États puissamment armés, équipés de sous-marins, un porte-avions est très vulnérable. Alors on a cru un moment que la panacée serait le partage de programmes de matériel militaire, notamment avec les Allemands. Les déboires du char et de l'avion de combat du futur doivent nous ramener à la réalité. Pour Berlin, la coopération est toujours à sens unique. Quelle armée voulons-nous pour demain ? Quels moyens sommes-nous prêts à y consacrer ? Voulons-nous toujours nous doter des moyens de l'indépendance ? Quelle coopération avec les pays de l'OTAN ? À l'occasion de la nouvelle loi de programmation militaire, ce sont toutes ces questions qui doivent être posées. Le débat doit être ouvert, sans tabou.